Imaginez. J'entre chez le concessionnaire où travaille mon beau-frère, et il se met soudain à crier « Sors d'ici. Tu n'as pas les moyens d'acheter nos voitures. » Il appelle la sécurité pour me jeter dehors comme un minable. Mais à la place, son patron apparaît, jette un coup d'œil à mon beau-frère et dit froidement « La Rolls-Royce de ce monsieur est déjà arrivée, et vous êtes viré. » La trahison de mon beau-frère s'est transformée en la vengeance de la justice, mais ce n'était que le début. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires quelle heure il est chez vous en ce moment. Le moteur de la Camry cliquetait alors que je me garais dans la rue. Le Porsche Cayenne de Glenn occupait l'allée comme une revendication territoriale. En cette soirée de février, la lumière se reflétait sur la peinture noire brillante du véhicule, et là, Glenn, une peau de chamois à la main, décrivait de l'encercle sur le capot. Il m'a vu approcher, mais n'a pas arrêté de polir. « Virgile, tu es en avance. Je viens de récupérer cette beauté hier. Cayenne Turbo, 110 000. Tu imagines ? J'ai déplacé le petit sac cadeau contenant des livres pour les petits-enfants. Il est très beau, Glenn. Lula et les enfants sont à l'intérieur. » Il a eu un sourire narquois. Cette expression que j'avais appris à reconnaître au cours des 3 dernières années. Ils sont dedans. Tu peux te garer dans la rue. Je ne voudrais pas que ta Camry goûte de l'huile sur mon allée. À travers la fenêtre de devant, Ethan et Sophie m'ont fait signe. Leurs vêtements m'ont immédiatement frappé. La chemise d'Ethan avait un col effiloché. Le pantalon de Sophie était trop court aux chevilles. Je leur ai fait signe en retour, regardant Glenn se positionner entre moi et la porte d'entrée, me forçant à admirer son acquisition un instant de plus. La maison sentait le poulet rôti et quelque chose d'amer que je ne pouvais pas identifier. Lula est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, et son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Papa, contente de te voir. » Elle m'a serré rapidement dans ses bras, puis a reculé alors que Glenn entrait derrière moi, remplissant l'embrasure de la porte. La salle à manger semblait chère de cette manière délibérément soignée. De l'art abstrait que je soupçonnais qu'elle n'aurait jamais choisi elle-même. Des chaises qui privilégiaient l'apparence au confort. Glenn a pris le bout de la table malgré ma présence. Les enfants étaient assis en face de moi, silencieux et observateurs. « Alors, Virgile, comment va ce studio ? Tu entends toujours les voisins à travers les murs ? » Glenn s'est servi du vin sans m'en offrir. Il répond à mes besoins. Je ne pourrais pas vivre comme ça. Un homme a besoin d'espace. Mais je suppose qu'à ton âge, réduire la taille est logique. N'est-ce pas, chérie ? Il a regardé Lula. Elle a coupé un morceau de poulet avec une précision méticuleuse. Chacun a des situations différentes. Sophie a commencé à me demander quelque chose, mais Glenn a parlé par-dessus elle. Ce Cayenne, Virgile, il a un V8 biturbo, de 0 à 100 en 3,9 secondes. Bien sûr, je ne sais pas si tu apprécierais ça, venant de... De quelle année est ta Camry ? 2015. 2014, encore mieux. Il a ri, et Lula a souri faiblement dans son verre de vin. Le repas s'est poursuivi sur ce modèle. Chaque sujet que Glenn abordait devenait un référendum sur la valeur et le statut. Il a mentionné les spécifications du Cayenne 3 fois, selon mon décompte. Quand Sophie a finalement réussi à me poser une question sur ma semaine, Glenn a interrompu. L'ennui de la retraite, n'est-ce pas ? Rien que du temps. Ça doit être étrange après avoir travaillé dans le commerce de détail toutes ces années. J'avais possédé une quincaillerie prospère pendant 40 ans. Je l'ai vendue en 2023. Mais Glenn préférait sa version de mon histoire. J'ai regardé Lula remplir son verre avant qu'il ne soit vide. Un geste automatique. Elle avait appris ses rythmes, anticipé ses besoins avant qu'il ne les exprime. Ce n'était pas la fille qui avait débattu de philosophie avec moi au petit déjeuner, qui remettait tout en question, qui voulait enseigner la littérature. En fait, dis-je, je pensais à l'éducation d'Ethan. Ta mère a mentionné que les maths sont difficiles cette année. Ethan a levé les yeux, plein d'espoir. Je pensais à des programmes de tutorat, ou peut-être à une école avec des classes plus petites. Je serais heureux d'eux. Glenn a posé sa fourchette avec un soin délibéré. Nous subvenons aux besoins de nos enfants. Nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de l'aide de leur grand-père. Nous n'avons pas besoin de la charité de quelqu'un qui vit dans un studio avec un revenu fixe. Cette conversation est terminée.
Sa voix était devenue froide. Précise. La fourchette de Lula s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, puis a continué. Aucune défense, aucune intervention. Les enfants fixaient leurs assiettes. J'ai compté 3 fois pendant ce dîner où Lula aurait pu parler pour moi. Elle a choisi le silence à chaque fois. Après le repas, j'ai demandé à voir les chambres des enfants. Le bureau de Sophie avait des poignées de tiroirs cassés, tenus ensemble avec du ruban adhésif électrique. Les baskets d'Ethan, jetées sous son lit, avaient les semelles complètement usées. Mais la porte de la chambre principale était entr'ouverte, et j'ai aperçu le lit California King avec ses draps blancs immaculés. Des étiquettes de prix encore attachées pendaient au coin de la couette. 800 $. Le chiffre était clairement visible. Dans le couloir, Sophie a murmuré, « Papy, tu aimes la nouvelle voiture de papa. Elle est belle, ma chérie. Comment ça va à l'école? Bien. Papa dit qu'on aura peut-être de nouvelles chaussures le mois prochain. » J'ai regardé ses baskets usées, la toile se séparant du caoutchouc. Le mois prochain? Il dit que le paiement de la voiture passe en premier. Ce n'est pas grave. Celles-ci me vont encore. J'ai trouvé Glenn dans le salon, faisant défiler son téléphone. Merci pour le dîner. J'appellerai la semaine prochaine pour Lula. On te dira quand on sera libre. Nous sommes des gens occupés. Tout le monde n'a pas un temps de retraite infini. Glenn, j'aimerais passer plus de temps avec mes petits-enfants. On verra. Salut, Virgile. Il s'est détourné. Conversation terminée. Par la fenêtre, alors que je marchais vers ma voiture, j'ai vu son bras glisser autour de la taille de Lula, possessif et contrôlant. Elle s'est appuyée contre lui. Ou peut-être n'a-t-elle simplement pas résisté. Le trajet de retour vers Kendall a duré 25 minutes dans le trafic du soir. Mon studio m'a accueilli avec son calme familier. Petit, oui, but méticuleusement organisé. Tout à sa place, rien de gaspillé. J'ai fait du thé et je me suis assis à mon bureau, l'ordinateur portable projetant une lumière bleue dans la pièce. Mon application bancaire s'est chargée lentement. Le solde est apparu, 2 376 234 $. J'avais vendu mon entreprise il y a 18 mois pour 24,5 millions de $. Les investissements, une vie prudente et le temps avaient ajusté le chiffre. J'ai fermé l'ordinateur portable sans me déconnecter complètement. Sur le mur, une photo encadrée captait la lumière de la lampe. Grande ouverture de la quincaillerie Payne en 1987. J'avais 30 ans, debout à côté de l'entrée que j'avais conçue moi-même, portant la montre de mon père. J'avais bâti quelque chose. Il pensait que cela me rendait faible. Glenn voyait l'appartement modeste et supposait la pauvreté. Lula avait arrêté de me poser des questions sur mes finances il y a des années, convaincu que j'avais mal géré l'argent de la vente d'une manière ou d'une autre. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable, je l'ai intitulé « Observation familiale, février 2025 », et j'ai commencé à taper. État des vêtements des enfants, articles de luxe dans la chambre, habitudes de dépenses de Glenn, le timing de la Porsche. Demain, j'ai décidé, je commencerai à observer plus attentivement. Pas avec colère. Cela obscurcirait le jugement. Avec précision, de la même manière que j'avais analysé les tendances du marché et les contrats des fournisseurs pendant 4 décennies. Glenn avait fait une erreur de calcul. Il avait supposé que j'étais fini, impuissant, insignifiant. J'ai sauvegardé le document, créé un dossier protégé par un mot de passe, et je suis allé me coucher. Mais le sommeil est venu lentement, des images défilant dans mon esprit. Les poignées de tiroirs scotchés de Sophie. Les chaussures détruites d'Ethan. Cette étiquette de prix de 800 $ se balançant doucement dans la brise de la climatisation. 3 jours plus tard, j'étais assis à mon bureau tandis que la lumière du matin s'étirait sur l'écran de mon ordinateur portable. Le café à côté de moi était froid depuis 1 heure. Je faisais des recherches sur les détectives privés dans le comté de Miami-Dade depuis 6 heures du matin, lisant des critiques, vérifiant les licences d'État, recoupant les bases de données de plainte. Ma formation commerciale m'a bien servi. Vérifiez vos sous-traitants à fond avant de vous engager. J'avais réduit la liste à 3 candidats et programmé des consultations. Les 2 premiers ne me convenaient pas. L'un était trop empressé, promettant des résultats avant de comprendre la portée du travail. L'autre a demandé 8 000 $ pour un travail que j'estimais devoir coûter la moitié. Mais le 3e candidat, Marcus Reynolds,
a accepté de me rencontrer cet après-midi-là dans un café de Coconut Grove. L'endroit était stratégique, à égale distance de Kendall et de Coral Gable, territoire neutre, assez public pour être sûr, mais assez calme pour la discrétion. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai choisi une table dans un coin et j'ai attendu. Reynolds est apparu précisément à l'heure, la cinquantaine, des cheveux grisonnants, des vêtements soignés mais pas chers. Il a commandé un café noir et s'est assis sans préambule. Vous avez dit que c'était d'ordre familial. J'ai apprécié la franchise. J'ai besoin d'informations sur mon gendre. Son comportement a changé. Ma fille semble différente. J'ai besoin de faits, pas de suppositions. Qu'est-ce qui vous préoccupe spécifiquement? Il dépense au-dessus de ses moyens, affichant une richesse alors que ses enfants portent des vêtements usés. Soit il cache des revenus, soit il cache des dettes. Je dois savoir lequel. Reynolds a sorti un petit carnet. 2 semaines, surveillance complète et vérification des antécédents, 3500. J'aurai besoin de son emploi du temps. Les détails du véhicule. Son lieu de travail. J'avais tout préparé. Je l'avais écrit la veille sur une seule feuille de papier. Les heures de travail de Glenn chez Prestige Motor Miami. La plaque d'immatriculation de la Porsche, sa routine de déjeuner habituelle. J'ai glissé le papier sur la table. Je paierai la moitié maintenant, la moitié à la livraison. Je veux des mises à jour quotidiennes. Rien par écrit avant le rapport final. Il a hoché la tête une fois. Espèce préférée pour la compte. Je lui ai tendu une enveloppe contenant $2000. Nous nous sommes serrés la main, et il est parti le premier. J'ai fini mon café froid, le regardant s'éloigner dans une berline banalisée. Un professionnel. C'est ce dont j'avais besoin. Les jours s'écoulaient lentement. Reynolds envoyait de brefs SMS. Sujet au travail. Déjeuner d'affaires observé. Routine du soir surveillée. Rien de substantiel, juste une confirmation d'activité. Je maintenais mon emploi du temps normal. Course le mardi, bibliothèque le jeudi, une promenade dans le quartier chaque soir. Si quelqu'un m'observait, il ne verrait rien d'inhabituel. 10 jours après l'avoir engagé, Reynolds a appelé. Nous devrions nous voir. Même endroit, 14 heures. Le dossier qu'il a glissé sur la table était plus épais que prévu. Des photographies horodatées montrant Glenn avec une femme plus jeune, fin de la vingtaine, habillée professionnellement. 3 restaurants différents, 2 hôtels. Le langage corporel n'avait besoin d'aucune interprétation. Sa main sur le bas de son dos, leur visage proche à une table, ses doigts touchant son bras. Son nom est Vanessa Torres, vendeuse à son concessionnaire. D'après les empreintes numériques et les schémas observés, j'estimerais que ça dure depuis 8 mois. J'ai étudié chaque photographie méthodiquement, me forçant à voir des preuves plutôt que de la trahison. Vous êtes certain? Les photographies ne manquent pas. Restaurant, Mortones, Zuma, Casa Tua. Hôtel, Four Seasons 2 fois, Mandarin Oriental 1 fois. Il utilise une carte de crédit qu'elle ne voit pas, différente de celle qu'il utilise pour les achats familiaux. Ce qui m'amène à la partie financière. Reynolds a produit une deuxième série de documents. La vérification des antécédents a révélé des prêts personnels à son nom uniquement. Environ $60 000 empruntés au cours de la dernière année auprès de 3 prêteurs. Carte de crédit au maximum de leurs limites. Combiné à l'hypothèque de votre fille et aux prêts automobiles visibles dans les registres publics, vous regardez une dette familiale totale d'environ $340 000. J'ai absorbé cela attentivement. Ma fille est-elle au courant des prêts personnels? Rien dans les comptes joints ne les reflète. Il gère ses paiements séparément, ce qui signifie soit un revenu caché, soit il déshabille Pierre pour habiller Paul. Quelle est votre évaluation? Reynolds s'est penché en arrière, choisissant ses mots. L'homme vit au-dessus de ses moyens pour soutenir 2 modes de vie. Les calculs ne tiennent pas à long terme. Le foyer de vos petits-enfants est un château de cartes financier. Un paiement manqué, une urgence, et tout s'effondre. Je lui ai payé les 1700 restants en espèces, les remercier pour sa rigueur et suis rentré chez moi avec le dossier sur le siège passager. Mais mon travail n'était pas terminé. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'avais besoin de cette confirmation de première main. Le mardi suivant, je me suis installé au bar d'un restaurant de Brickell que Reynolds avait documenté. Arrivé à 11h30, une demi-heure avant l'heure de déjeuner habituelle de Glenn.
J'ai commandé un café, pris une place avec vue sur la salle à manger dans un miroir. Mon téléphone reposait sur le bar, incliné pour paraître décontracté. Glenn est arrivé à 12h15 avec Vanessa. Il riait, sa main sur le bas de son dos, le même geste possessif qu'il utilisait avec Lula. Il a tiré sa chaise, commandé du vin sans regarder les prix, s'est penché près d'elle en parlant. Je les ai photographiés avec l'appareil de mon téléphone, faisant semblant de faire défiler des messages. Une image a capturé son alliance, clairement visible alors que ses doigts s'entrelaçaient avec les siens sur la nappe blanche. Le vin qu'il a commandé coûtait 95 $. J'ai vu la présentation du sommelier. Glenn a à peine jeté un coup d'œil à l'étiquette avant d'approuver. C'était un homme qui noyait sa famille dans les dettes pour son ego et une liaison, et ni la maîtresse ni l'épouse ne comprenaient la réalité mathématique qui se refermait sur eux. J'ai laissé 20 $ pour mon café à 8 $ et je suis parti avant qu'il ne me remarque. Les photographies ont rejoint le dossier de Reynolds dans mon dossier crypté sur l'ordinateur portable. Ce soir-là, j'ai tout étalé sur mon bureau. Les rapports de l'enquêteur, mes propres photographies, les données financières que j'avais compilées. J'ai construit une chronologie sur du papier, retraçant la progression. La liaison a commencé il y a 8 mois. La dette s'est accélérée il y a 6 mois. La Porsche a été achetée il y a 1 mois. Le schéma était d'une clarté mathématique. J'ai fait des recherches approfondies sur Prestige Motor Miami. Leur inventaire, leur équipe de vente, leur structure de propriété. Marcus Webb possédait le concessionnaire. Propriétaire de 2e génération, réputé pour sa discrétion haut de gamme. Et là, enfoui dans leur inventaire en ligne, je l'ai trouvé. Une Rolls-Royce Cullinan en vente depuis 7 mois à 465 000 $. 7 mois sans être vendue. Une honte pour un concessionnaire de luxe. La commission sur ce véhicule serait substantielle. 40, peut-être 50 000 $. Glenn n'avait pas réussi à la vendre malgré son poste de directeur des ventes seniors. Et si un acheteur sérieux voulait cette voiture spécifique? Et si cet acheteur insistait pour traiter directement avec le propriétaire pour plus de discrétion? Et si cet acheteur, c'était moi? J'ai commencé à rédiger un email à Marcus Webb, choisissant chaque mot avec soin. Investisseur professionnel recherchant un véhicule de qualité, investissement pour collection personnelle. Capacité d'achat au comptant immédiate. Transaction discrète préférée. Demande de consultation privée avec la direction. Aucune mention de Glenn. Aucun indice de lien. J'ai écrit et réécrit l'email pendant 2 heures, ajustant le ton, assurant la crédibilité. Mes compétences en correspondance commerciale se sont avérées utiles. J'avais écrit des milliers de mails à des fournisseurs, trouvant toujours le juste équilibre entre professionnalisme et autorité. Vers 21 heures, j'ai appelé Lula. Un bref appel, rien d'inhabituel. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Sa voix semblait distraite. Ça va, papa? Occupé avec les emplois du temps des enfants. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air stressé ces derniers temps. La défense est venue immédiatement. Tout va bien. Glenn travaille dur. Nous allons bien. Si jamais tu as besoin de quelque chose. Je dois y aller. On se parle bientôt. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis dans le noir. Seule la lueur de mon ordinateur portable illuminait le bureau. L'email à Marcus Webb était complet, mais non envoyé. J'attendrai le matin, pour donner l'impression d'une demande d'affaires matinale de quelqu'un qui commence sa journée avec détermination. Sur mon bureau, j'ai disposé les documents. Le rapport final de Reynolds, mes photographies supplémentaires, l'analyse financière, les recherches sur le concessionnaire. À côté, j'ai placé une liste manuscrite intitulée « Objectif ». 3 points. 1. Exposer Glenn professionnellement. 2. Protéger Lula et les petits-enfants financièrement. 3. Assurer l'avenir des petits-enfants. Pas une stratégie de vengeance. Pas une méthodologie de colère. J'ai tout sauvegardé dans le dossier crypté intitulé « Sécurité familiale 2025 ». Puis j'ai créé une sauvegarde physique dans le tiroir verrouillé où je gardais la montre de mon père et les documents de vente de mon entreprise. Demain matin, j'enverrai l'email concernant la Rolls-Royce. Le timing était important en affaires. Il l'avait toujours été. Mon doigt a plané sur le trackpad, puis s'est déplacé vers « Enregistrer le brouillon ». J'avais passé 40 ans à apprendre la patience.
12 heures de plus ne changeraient rien, mais les fondations étaient posées. La recherche terminée, l'approche planifiée. Glenn pensait savoir qui j'étais, retraité, diminué, insignifiant. Il était sur le point d'apprendre la différence entre la réduction de train de vie et le positionnement stratégique. Le curseur planait sur le formulaire de contact du site web de Prestige Motor Miami, mercredi matin, 9h17. J'avais déjà composé le message 3 fois, affinant chaque mot jusqu'à ce que le ton soit parfait, assez professionnel pour être crédible, assez vague pour intriguer. J'ai tapé le nom dans le formulaire, Robert Hutchinson. L'adresse email que j'avais créée la veille spécifiquement à cet effet s'est chargée automatiquement. Ligne d'objet, demande de renseignements, véhicule de qualité, investissement pour collection privée. Le message faisait référence à un intérêt pour les véhicules de luxe unique avec un potentiel d'appréciation, mentionnait l'inventaire Rolls-Royce et insistait particulièrement sur la discrétion. Aucune mention de Glenn, aucun soupçon de lien familial. Une pure demande commerciale de ce qui semblait être un acheteur sérieux avec des moyens sérieux. Je l'ai relu 3 fois, vérifiant les détails d'identification, tout ce qui pourrait relier Robert Hutchinson à Virgil Payne. Satisfait, j'ai déplacé le curseur sur « Envoyer ». L'email a filé dans l'espace numérique. Premier coup joué. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis fait un café frais, me forçant à suivre ma routine matinale normale, lire les nouvelles, vérifier mes investissements, organiser des papiers. Mais mes yeux revenaient sans cesse vers l'ordinateur portable, en attente. La réponse est arrivée à 14h43 cet après-midi-là. Marcus Webb lui-même avait répondu, pas un vendeur. Le message dégageait un enthousiasme professionnel. Oui, ils avaient la Cullinan série 2 à 465 000 $, état exceptionnel, disponible pour un achat immédiat. Webb a inclus sa ligne directe et a suggéré une visite privée, loin de l'agitation habituelle de la salle d'exposition, pour les collectionneurs sérieux qui préféraient les transactions discrètes. J'ai lu entre les lignes assez facilement. Webb avait flairé l'argent sérieux et voulait s'en occuper personnellement, court-circuitant ainsi toute la structure de commission des vendeurs, ce qui signifiait contourner complètement Glenn. Parfait. J'ai attendu 2 heures avant de répondre. Il ne fallait pas paraître trop empressé, trop désespéré. Ma réponse fut brève. Préférence pour une rencontre directe avec la direction. Disponible cette semaine. Transaction en espèces possible pour le bon véhicule. J'ai demandé ses disponibilités. Sa réponse est arrivée en moins de 30 minutes. Demain après-midi, réunion dans mon bureau privé. Apporter une pièce d'identité pour la préparation des documents. J'ai passé la soirée à me préparer. Je suis allé à ma banque. J'ai obtenu un chèque de banque de 100 000 $, libellé à l'ordre de Prestige Motor Miami. J'ai acheté un porte-documents en cuir dans une papeterie. Rien de trop cher, mais d'aspect professionnel. J'ai choisi mes vêtements pour le lendemain. Tenue décontractée mais élégante. Soignée, mais pas tapa accent grave l'œil. Jeudi après-midi, je me suis rendu au concessionnaire, mais je me suis garé à 2 rues de là dans un parking public. Je ne voulais pas que la Camry soit encore visible près du bâtiment. Cette révélation viendrait plus tard, selon mes propres termes. La marche jusqu'à Prestige Motor a pris 8 minutes. Je suis entré par l'entrée latérale que Webb avait spécifiée dans son email, évitant la salle d'exposition principale où Glenn travaillait. La réceptionniste m'attendait, a souri professionnellement et m'a escorté directement au bureau de Webb au 2e étage. L'espace surplombait la salle d'exposition à travers une vitre sans teint. Webb s'est levé pour m'accueillir, une poignée de main ferme, m'offrant un café, m'indiquant les fauteuils en cuir placés en face de son bureau en acajou. Des photographies automobiles et des prix de vente décoraient les murs. À travers la vitre en dessous, je pouvais voir le plancher de la salle d'exposition. Voir Glenn parler à un client près de la section BMW, gesticulant avec animation, confiant dans son élément. Voir la Rolls-Royce Cullinan positionnée bien en vue sous les projecteurs, son extérieur noir brillant. Webb a commencé le discours de vente de luxe standard, mais je l'ai interrompu poliment. Monsieur Webb, j'ai fait mes recherches. Ce véhicule est dans votre inventaire depuis 7 mois. Je suis prêt à simplifier les choses pour nous deux. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Vous avez fait vos devoirs. Oui, c'est une pièce de prestige, un véhicule remarquable qui attend le bon acheteur. C'est une façon de le décrire. J'ai mis la main dans ma veste, j'ai sorti l'enveloppe de la poche intérieure, non pas en fouillant dans un portefeuille, mais de manière délibérément préparée,
et je l'ai glissé sur son bureau. Je suis prêt à déposer 100 000 aujourd'hui. Les 365 000 restants à la livraison. Mais j'ai des conditions. Webb a ouvert l'enveloppe, a examiné le chèque de banque. Son expression a changé. Ce n'était plus théorique. C'était de l'argent réel sur son bureau. Je vous écoute. Premièrement, cette transaction reste entre nous jusqu'au jour de la livraison. Aucune implication du personnel de vente jusqu'à ce que je récupère le véhicule. Il a hésité. C'est inhabituel. Puis-je demander pourquoi? J'accorde de l'importance à la vie privée. Trop d'achats de luxe deviennent immédiatement publics. Les concessionnaires qui font pression pour des références, la famille qui pose des questions, les associés qui font des suppositions. Je prends mes décisions tranquillement, je les exécute publiquement quand je suis prêt. Webb m'a étudié un instant, puis a hoché lentement la tête. Et la deuxième condition, je veux récupérer le véhicule personnellement pendant les heures normales d'ouverture, sans annonce à votre personnel. Je veux l'expérience authentique de la salle d'exposition lors de la prise en main. Son expression suggérait de la confusion, mais il regardait 7 mois de frais d'inventaire assis sur le plancher de sa salle d'exposition et une commission substantielle pour le propriétaire. Cela peut être arrangé. Nous avons passé les 40 minutes suivantes sur les formalités administratives, paraphant des formulaires, examinant le calendrier de livraison, 4 semaines pour le detailing final et la préparation. Date de collecte début avril. Alors que la réunion se terminait, la conversation est devenue plus décontractée. Webb a mentionné sa fierté pour son entreprise, le professionnalisme de son équipe. J'ai gardé ma voix soigneusement détachée. Vous avez une excellente exploitation ici. Le mari de ma fille travaille pour vous, en fait. Glenn. L'expression de Webb a subtilement changé. Reconnaissance, puis une neutralité prudente. Glenn? Oui, il est l'un de nos directeurs. Votre famille par alliance. Nous ne parlons pas beaucoup d'affaires. Je préfère séparer la famille et les finances. Je suis sûr que vous comprenez. Je vois. Je me suis levé, rassemblant mon porte-documents. Ce sera intéressant de voir sa réaction quand je viendrai chercher la Rolls-Royce. Je n'ai pas mentionné mon intérêt pour les véhicules de luxe à la famille. Ça devrait être une sacrée surprise. Le visage de Webb suggérait qu'il commençait à comprendre que ce n'était pas une simple transaction. Mais le contrat était signé, l'acompte versé, l'argent sécurisé. Il a tendu la main. Nous vous appellerons 48 heures avant la livraison. Je suis parti par la même entrée latérale, je suis retourné au parking à un rythme mesuré. Ce n'est qu'une fois assis seul dans la Camry que j'ai laissé la tension se relâcher de mes épaules. Je suis resté assis là pendant 3 minutes, traitant ce que j'avais mis en mouvement avant de démarrer le moteur. De retour à l'appartement, j'ai ouvert le calendrier de mon ordinateur portable, j'ai marqué la date de livraison 4 semaines plus tard, début avril, j'ai créé des rappels de compte à rebours à intervalles hebdomadaires. Sous la date, j'ai tapé une seule phrase, le jugement de Glenn, puis je l'ai immédiatement supprimé. Aucune preuve écrite de mobile, même dans les fichiers privés. J'ai examiné mes comptes. 100 000 déposés, 365 000 réservés sur un compte séparé pour le paiement final. Il restait encore 23,2 millions en investissement intact. Le coût de la justice était gérable. J'ai regardé la photo encadrée de l'inauguration de ma quincaillerie. La construction patiente de quelque chose de précieux. Brique par brique, décision par décision. C'était le même processus, juste une construction différente. 4 semaines avant que Glenn ne découvre que son beau-père n'était pas un retraité impuissant vivant de miettes. 4 semaines avant que la vérité ne devienne visible. J'ai fermé l'ordinateur portable, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 2 ans, depuis la vente de mon entreprise, l'anticipation de voir des plans soigneusement élaborés arriver à leur terme. Le téléphone a sonné à 10h07, jeudi matin. La voix de Marcus Webb, professionnel et mesuré, Monsieur Payne, votre véhicule est prêt. Quand souhaitez-vous le récupérer? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur mon bureau. Je serai là dans l'heure. Excellent. Tout est préparé. Après avoir raccroché, j'ai procédé à mes préparatifs avec un soin délibéré. J'ai enlevé ma montre descente, les remplacé par une montre numérique bon marché du fond de mon tiroir, j'ai choisi le jean le plus vieux que je possédais, une veste grise unie aux coudes usés, des bottes de travail éraflées que j'avais gardées de l'époque de ma quincaillerie.
Je me suis étudié dans le miroir. L'image parfaite d'un modeste retraité, exactement ce que Glenn s'attendait à voir, exactement ce qui rendrait le contraste dévastateur. J'ai attrapé les clés de la Camry et je suis parti. Pendant les 30 minutes de route jusqu'au concessionnaire, je me suis arrêté à un feu rouge. Mon reflet est apparu dans le rétroviseur latéral. 63 ans, portant des vêtements qui semblaient sortis d'une friperie, conduisant une berline de 10 ans. Mais dans mes yeux, j'ai vu quelque chose qui n'y était plus depuis 2 ans. Un but. Le feu est passé au vert. J'ai continué. Prestige Motor est apparu devant, ses murs de verre révélant l'intérieur de la salle d'exposition, des véhicules rutilant sous un éclairage design, un personnel de vente en costumes impeccables, le luxe contrôlé de l'argent sérieux. J'ai garé la Camry sur le parking des visiteurs, sans plus me cacher, bien en évidence près de l'entrée. À travers la vitre, j'ai repéré Glenn près de la section Mercedes, en pleine conversation avec un couple d'âge mûr, montrant les caractéristiques d'un véhicule avec un enthousiasme bien rodé. Je suis entré par l'entrée principale. La porte a carillonné doucement. La réceptionniste a levé les yeux avec un sourire professionnel, a commencé à me saluer. Je suis passé devant elle en direction du centre de la salle d'exposition, les yeux fixés sur la Rolls-Royce Cullinan, positionnée sous les projecteurs comme une pièce de musée. Un mouvement a attiré l'attention périphérique de Glenn. Il a jeté un coup d'œil en plein milieu de sa phrase avec ses clients, a eu un sursaut visible, et son expression a rapidement changé, confusion, puis irritation, puis quelque chose comme de l'embarras que quelqu'un de sa famille pauvre soit là, potentiellement nuisible à son image professionnelle. J'ai tourné lentement autour de la Rolls-Royce, l'examinant comme le ferait un acheteur potentiel, j'ai passé ma main sur la finition miroir du capot, j'ai regardé à travers les vitres l'intérieur en cuir crème, j'ai vérifié les poignées de porte. Glenn s'est excusé auprès de ses clients et s'est approché avec une désinvolture forcée, la mâchoire visiblement crispée. « Virgile, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis retourné, expression neutre. Je regarde ce véhicule. Il est impressionnant. Son visage s'est assombri d'une nuance. Ce n'est pas un endroit pour flâner. Ce sont des véhicules sérieux pour des acheteurs sérieux. D'autres membres du personnel commençaient à remarquer notre interaction. Les conversations se sont calmées. L'attention s'est déplacée. J'ai continué à examiner la Rolls-Royce, j'ai ouvert la portière du conducteur, déverrouillée pour l'exposition. Je me demandais si je pouvais faire un essai routier. Le contrôle de Glenn a cédé comme un fil trop tendu, sa voix montant. Un essai routier ? Tu ne peux même pas te payer l'assurance de cette voiture, sans parler de son prix d'achat. La salle d'exposition est devenue silencieuse. Tous les yeux étaient sur nous maintenant. Les clients de Glenn ont échangé des regards mal à l'aise. La réceptionniste s'est figée au milieu d'un appel téléphonique. Je n'ai pas bougé, les mains toujours sur la poignée de porte, l'expression délibérément calme. Tu dois partir maintenant. Tu te mets dans l'embarras. Je suis resté exactement où j'étais, examinant le cuir du volant avec un intérêt apparent. La voix de Glenn a rempli la salle d'exposition. Tu ne peux même pas te payer l'assurance pour essayer ce véhicule. Tu penses que quelqu'un qui vit dans un studio peut se permettre 465 000 $? D'autres vendeurs regardaient, incertains d'intervenir. Un client bien habillé près de la section Bentley s'est déplacé inconfortablement. Glenn s'est tourné vers le bureau de la sécurité. Jason, on a besoin d'aide ici. Le gardien de sécurité, un homme dans la quarantaine, s'est levé de son bureau avec une incertitude évidente, regardant entre Glenn et moi. Sa main est allée à sa radio, mais il s'est déplacé lentement. Quelque chose semblait anormal dans la situation. Faites sortir ce monsieur. Il dérange les vrais clients. Jason a commencé à marcher vers nous, mais son rythme était prudent, hésitant. Glenn criait presque maintenant. Fais-le sortir. Il fait perdre du temps à tout le monde. Tu ne peux pas être ici si tu n'es pas un acheteur sérieux. Toute la salle d'exposition était figée. À l'étage, la porte du bureau de Marcus Webb s'est ouverte. Webb a descendu les escaliers délibérément, chaque pas résonnant dans l'espace silencieux. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Son expression était froide, une évaluation professionnelle. Il a atteint le plancher de la salle d'exposition, s'est arrêté, a examiné la scène. Glenn, le visage rouge et agité. Moi, calme à côté de la Rolls-Royce, la main toujours sur la porte. Jason, coincé à mi-chemin entre nous.
D'autres membres du personnel et des clients regardant comme des témoins d'un accident. La voix de Webb a transpercé la tension comme une lame. Glenn, mon bureau, maintenant. Glenn s'est tourné vers lui. Monsieur Webb, cet homme. Webb a levé une seule main, le faisant taire. J'ai dit maintenant. Puis il s'est tourné vers moi. Monsieur Payne, mes excuses pour le dérangement. Votre véhicule est prêt et les papiers sont préparés. Le visage de Glenn a perdu toute sa couleur. Véhicule ? Le mot est sorti à peine au-dessus d'un murmure. Webb a continué, s'adressant à moi pendant que Glenn restait figé. La Rolls-Royce Cullinan que vous avez achetée est prête pour la livraison. Les documents de transfert de titre sont dans mon bureau. Jason, s'il vous plaît, apportez les papiers de Monsieur Payne. Jason a compris immédiatement, a hoché la tête et s'est dirigé vers l'étage. Webb a finalement regardé Glenn. Vous venez d'essayer de faire expulser physiquement mon client. Un client qui a acheté notre véhicule le plus cher en inventaire. Il a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Vous êtes licencié. Rassemblez vos affaires personnelles. Vous avez 30 minutes. La salle d'exposition est restée absolument immobile. La bouche de Glenn s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Aucun son n'en est sorti. D'autres vendeurs fixaient le sol, ne voulant pas assister à la destruction de leurs collègues. Les RH vous contacteront au sujet de votre dernier chèque de paie et de la fin de vos avantages. Laissez votre carte d'accès au bâtiment à la réception. Webb s'est tourné vers moi. S'il vous plaît, complétons vos papiers à l'étage. J'ai hoché la tête, le suivant vers les escaliers sans regarder Glenn. Jason est revenu avec un dossier, l'a remis à Webb. Alors que j'atteignais la 3e marche, Glenn a retrouvé sa voix, rauque, brisée, désespérée. Ce n'est pas fini. Tu m'entends, vieil homme ? Ce n'est pas fini. Tu le regretteras. Je me suis arrêté brièvement, sans me retourner. Webb a parlé froidement sans regarder en arrière. Glenn, la sécurité vous escortera si nécessaire. Partez maintenant. J'ai continué à monter, laissant Glenn seul au centre de la salle d'exposition, entouré de témoins de son humiliation, à côté du véhicule qu'il n'avait pas pu vendre et que son beau-père venait d'acheter au comptant. De la fenêtre du bureau de Webb, j'ai regardé à travers la vitre sentant Glenn tituber vers son bureau. D'autres vendeurs évitaient délibérément de croiser son regard, soudainement occupés par des papiers, des appels téléphoniques, n'importe quoi qui leur permettait de prétendre qu'ils n'avaient pas vu ce qui venait de se passer. Webb a fermé la porte du bureau derrière nous, a posé le dossier sur son bureau. C'était plus laid que je ne l'avais prévu, a-t-il dit doucement. Je me suis assis dans le même fauteuil en cuir que j'avais occupé 4 semaines auparavant. Il a fait ses choix. Webb a glissé les documents vers moi. Alors que je commençais à examiner les papiers de transfert de titre, Glenn est apparu en bas, portant une petite boîte en carton, marchant vers la sortie avec les mouvements mécaniques de quelqu'un en état de choc. Il n'a pas levé les yeux vers le bureau, n'a regardé personne. Il a juste marché. La porte a carillonné à sa sortie. J'ai signé le document final et l'ai rendu à Webb. La Porsche de Glenn est arrivée dans l'allée à 13h47. Par la fenêtre de la cuisine, Lula a jeté un coup d'œil à l'horloge, la confusion traversant son visage. Des heures trop tôt. La porte du garage a grondé. Elle a entendu ses pas, plus lourds que d'habitude. Puis il est apparu, portant une petite boîte en carton. La cravate desserrée, le visage encore rougi par la colère résiduelle. J'ai été viré. Il a posé la boîte durement sur le comptoir de la cuisine. Injustement. Une injustice totale. Lula s'est figé, un torchon à la main. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un client riche s'est plaint de mon approche de vente. La direction a pris son parti. De la politique. Toujours de la politique dans ces endroits. Elle s'est approchée, cherchant son visage. Mais tu es l'un de leurs meilleurs. Ça n'a pas d'importance quand les gens riches se plaignent. Ils ont choisi l'argent plutôt que la loyauté. Il a desserré davantage sa cravate, jouant le rôle de l'employé lésé avec des gestes bien rodés. Son téléphone a vibré sur le comptoir entre eux. Un texto de Marissa, une amie qui travaillait en ville près du concessionnaire. Est-ce que ton père vient d'acheter une Rolls-Royce au travail de Glenn ? Lula a fixé l'écran. L'a lu 2 fois. A levé les yeux vers Glenn.
Mon père a acheté une voiture à ton concessionnaire. L'expression de Glenn a changé. Pris sur le fait. En train de calculer. Il a pivoté rapidement. C'est donc de ça qu'il s'agit. Ton père. Il est arrivé ce matin, m'a humilié publiquement, a acheté un véhicule cher d'une manière ou d'une autre, et m'a fait virer. Mon père? Comment a-t-il de l'argent pour? Exactement. Glenn a saisi l'opportunité. D'où l'a-t-il eu? Quelque chose ne va pas ici. De l'argent sale. Peut-être illégal. Je ne sais pas, mais quelque chose n'est pas normal. La main de Lula a atteint son téléphone. Je dois l'appeler. Tu vas l'appeler? La voix de Glenn s'est élevée. Je suis ton mari. Il a détruit ma carrière, et tu prends son parti? Mais elle composait déjà. 3 sonneries, puis sa voix, calme et mesurée. Lula, j'attendais ton appel. D'où as-tu eu l'argent pour une Rolls-Royce? Glenn dit que tu l'as fait virer. Je t'expliquerai tout en personne. Peux-tu me retrouver cet après-midi? Pourquoi ne pas me le dire maintenant? Parce que tu mérites de voir les documents. La preuve de tout. 14 heures. Café de Coconut Grove. Elle a hésité, Glenn la regardant attentivement. D'accord. 14 heures. Après avoir raccroché, elle s'est tournée vers Glenn. Je vais le rencontrer. J'ai besoin d'entendre sa version. Le visage de Glenn s'est assombri. Sa version? Je suis ton mari. Tu le choisis lui plutôt que moi. Pour la première fois depuis des années, elle a tenu bon. Je choisis d'entendre ce qu'il a à dire. Ce n'est pas prendre parti. Elle est allée se changer, laissant Glenn dans la cuisine. Ses mains tremblaient alors qu'elle choisissait un chemisier dans son placard. 20 minutes plus tard, elle sortait sa Honda de l'allée. 3 voitures derrière, la Porsche de Glenn suivait à une distance prudente. Le café de Coconut Grove était modérément bondé. Virgile était assis à une table d'angle, le dos au mur, un dossier en cuir à côté de son café. Lula est arrivée avec 7 minutes de retard, le visage crispé par le stress. Elle s'est assise sans dire bonjour. Virgile a commencé sans préambule. Il y a 2 ans, j'ai vendu mon entreprise. Cette quincaillerie construite sur 40 ans. Prix de vente, 23 millions de dollars. L'expression de Lula est passée par le choc, l'incrédulité, la colère. Tu es riche depuis 2 ans et tu n'as rien dit? Il a glissé des documents sur la table. Contrat de vente, relevé bancaire, déclaration de revenus. Tout était légitime, tout était légal. Les mains de Lula tremblaient en lisant. Je voulais voir qui tu étais vraiment. Quand j'étais pauvre, tu ne me respectais pas. Glenn se moquait ouvertement de moi. Tu ne disais rien. Nous ne nous moquions pas. Il a produit d'autres papiers, des captures d'écran imprimées des publications de Glenn sur les réseaux sociaux ridiculisant son beau-père fauché, des SMS à des amis se plaignant de la situation financière pathétique de Virgile. Un message datant de 3 mois, il conduit toujours cette triste Camry. Il peut à peine se payer l'essence, probablement. Le visage de Lula s'est effondré. Je ne savais pas qu'il. Puis Virgile a placé les photographies sur la table. Glenn avec une femme plus jeune, horodatée, les corps inclinés l'un vers l'autre dans une intimité sans équivoque. Table de restaurant, entrée d'hôtel, sa main sur le bas de son dos. Son nom est Vanessa Torres. Celle-ci date des 8 derniers mois. Lula a fixé les images, ses mains couvrant lentement sa bouche, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Depuis combien de temps? Sa voix l'a à peine atteint. 8 mois. Pendant qu'il te disait que la famille ne pouvait pas se permettre de nouvelles chaussures pour les enfants. D'autres documents. Des reçus de restaurants débités sur des cartes de crédit que Lula n'avait jamais vues. Une analyse financière montrant 340 000 $ de dette familiale totale. Un rapport séparé détaillant la carte de crédit cachée de 22 000 $ de Glenn, utilisée exclusivement pour les dépenses de sa liaison. Tu as engagé quelqu'un pour le suivre? Pour nous espionner? Pour te protéger, toi et mes petits-enfants. Il a glissé un tableau de projection financière. Au rythme actuel de l'endettement, vous ferez face à une saisie immobilière dans les 18 mois. Glenn a dépensé pour elle alors que les besoins de vos enfants ne sont pas satisfaits. Lula oscillait entre le chagrin et la colère défensive. Peut-être qu'il a fait des erreurs, mais c'est mon mari, le père de mes enfants.
Ton plan a détruit sa carrière. En quoi est-ce que ça nous protège? Virgile s'est penché en avant, la voix ferme mais pas dure. Je n'ai pas détruit sa carrière. Son arrogance l'a fait. J'ai acheté une voiture. Il a choisi d'humilier publiquement un client qui se trouvait être son beau-père. Ses choix ont des conséquences. Un silence s'est étiré entre eux. Lula a de nouveau regardé les photographies, les relevés bancaires, l'analyse de la dette. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne peux pas traiter tout ça maintenant. Prends le temps dont tu as besoin. Mais sache ceci, ces enfants méritent mieux que la ruine financière et des parents qui modélisent le manque de respect. Lula a rassemblé les papiers, les fourrant dans son sac à main avec des mains tremblantes. Elle est partie sans un autre mot. De sa place, Virgile l'a regardé marcher vers sa voiture. 3 places derrière, la Porsche de Glenn était garée, son conducteur affalé sur le siège. Il l'avait suivi, avait regardé par la fenêtre, n'avait pas pu entendre les mots, mais avait vu les papiers, vu ses larmes. Virgile a sorti son téléphone, a ouvert son application de notes, a tapé « Glenn sait ». Elle sait. Il l'a supprimé. Pas de preuve écrite, même privée. Il a fini son café lentement, a payé en espèces et est retourné à Kendall dans la Rolls-Royce. Le véhicule semblait encore étranger, trop grand, trop luxueux, mais il avait servi son but. Ce soir-là, Lula est rentrée à la maison 30 secondes avant Glenn. Elle ne l'a pas confronté sur le fait de l'avoir suivi, est allée directement à la chambre et a verrouillé la porte. Elle a étalé les documents sur le lit, les a étudiés pendant des heures. Les photographies faisaient le plus mal. L'expression de Glenn sur celle-ci montrait un bonheur qu'elle n'avait pas vu diriger vers elle depuis des années. En bas, Glenn faisait défiler son téléphone. Un message d'un ancien collègue. Un concessionnaire à petit budget à y aller à recruter. Moins de prestige, salaire inférieur, mais disponibilité immédiate. Il a postulé sans hésiter. La pression financière arrivait. Il pouvait le sentir. 3 jours plus tard, Glenn a commencé à son nouveau poste. Directeur des ventes de voitures d'occasion, 65 000 $ de salaire, une baisse de 30% par rapport à son rôle précédent. Il a dit à Lula que c'était un ajustement temporaire pendant qu'il cherchait quelque chose de mieux. Ce même soir, Virgile était assis dans la Rolls-Royce, garé devant un parc public, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Miami en orange et violet. Son téléphone affichait un texto de Lula envoyé 1 heure plus tôt. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. S'il te plaît, ne contacte pas Glenn directement. Il a tapé sa réponse avec soin. Prends le temps dont tu as besoin. Je suis là quand tu seras prête. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'il avait déjà programmé une consultation avec un avocat spécialisé en droit de la famille pour la semaine suivante. La patience avait bâti son entreprise brique par brique pendant 40 ans. La patience achèverait ceci. Le bureau de l'avocate occupait le 20e étage d'une tour du centre-ville de Miami. Des fenêtres du sol au plafond encadraient la ligne d'horizon. La lumière du matin était vive et clinique. Diane Costa était assise en face de son bureau en acajou, examinant le dossier que Virgile avait envoyé à l'avance, organisé avec des onglets de couleurs, des résumés chronologiques et l'approche de l'homme d'affaires face à une crise familiale. Elle a levé les yeux, son expression professionnelle, mais pas méchante. Monsieur Payne, cette documentation est complète. Vous avez tout organisé. J'ai bâti une entreprise sur la documentation. Il s'agit de protéger ma famille. Avec ses preuves adultères, tromperie financière, bien-être des enfants en danger. Votre fille a une position solide si elle décide de déposer une demande. La question est-elle prête? La réponse de Virgile est venue sans hésitation. Pas encore. Mais elle le sera. Que pouvons-nous faire pour nous préparer? Diane a expliqué la loi sur le divorce en Floride avec une précision bien rodée. L'État fonctionnait sur des principes de non-culpabilité. L'adultère seul ne garantissait pas un avantage. Mais un schéma d'imprudence financière nuisant de manière démontrable au bien-être des enfants mineurs, ça comptait. Les tribunaux donnaient la priorité aux intérêts des enfants. Nous avons besoin d'une expertise comptable, d'une analyse professionnelle par un CPA, documentant chaque dollar caché, chaque paiement manqué, chaque dépense qui aurait dû aller à vos petits-enfants mais qui est allée ailleurs. Cela construit un dossier indéniable. La consultation a duré 90 minutes, a coûté 400 $, la première de cette réunion de ce type totalisant 2 800 $ au cours des semaines suivantes.
2 jours plus tard, Virgile a appelé Lula. La conversation s'est déroulée avec précaution, comme marcher sur de la glace. Comment digères-tu tout ça? Sa voix portait l'épuisement. J'ai examiné les documents, j'ai remarqué des choses que j'avais manquées avant. Il a été évasif au sujet de son nouveau travail. Il ne veut pas me dire le salaire réel, dit que c'est compliqué. J'ai consulté une avocate, non pas pour te pousser, mais pour comprendre les options. Il existe quelque chose appelé analyse financière forensique. Tu as engagé une avocate? J'ai consulté pour comprendre comment vous protéger, toi et les enfants, si tu décides d'aller de l'avant. Avec ta permission, j'aimerais engager un CPA pour analyser professionnellement vos finances familiales. Longue pause. Le bruit de la circulation en arrière-plan suggérait qu'elle était dans sa voiture, quelque part où Glenn n'était pas. De quoi aurait-il besoin? Seulement de ce que tu peux légalement fournir en tant que titulaire du compte. Accès bancaire, relevé de carte de crédit, document de prêt. Une autre pause, plus longue, puis doucement. D'accord, fais-le. Cet après-midi-là, Virgile a contacté un cabinet de CPA spécialisé dans l'analyse financière des divorces. Il a payé une provision de $4,200. Lula a fourni tout ce à quoi elle pouvait accéder. Identifiant de compte joint, numéro de carte de crédit, relevé hypothécaire. Le CPA a promis un rapport complet dans les 2 semaines. 12 jours plus tard, le rapport est arrivé par email crypté. 42 pages d'analyse détaillée. Virgile l'a imprimé, s'est assis à sa table de cuisine avec un café qui a refroidi pendant qu'il lisait. Les chiffres étaient pires qu'il ne l'avait imaginé. Dépenses documentées pour la liaison, $14 400 sur 8 mois. $1 800 de moyenne mensuelle pour les restaurants, les hôtels, les cadeaux, des bijoux pour Vanessa que Lula n'a jamais reçus. Carte de crédit cachée ouverte à l'insu de Lula, $22 000 de solde à 24,9% d'intérêt. Des paiements minimums étaient sautés. 2 prêts personnels au nom de Glenn uniquement, $35 000 et $25 000. Utilisés en partie pour la compte de la Porsche, en partie pour les dépenses de la liaison. L'hypothèque familiale avait 3 mois de retard. Glenn avait intercepté les avis de la banque. Si le prochain paiement était manqué, la procédure de saisie commencerait. Fonds d'études des enfants, Glenn avait retiré $12 000 il y a 6 mois. L'argent n'avait jamais été expliqué à Lula. Dette familiale totale, $340 000. Le nouveau salaire réduit de Glenn de $65 000 ne pouvait pas supporter la charge de la dette actuelle. La conclusion du CPA était sans appel. Effondrement financier imminent sans intervention. Recommandons une consultation immédiate en matière de dette ou la dissolution des obligations financières communes. Virgile a transmis le rapport à Diane Costa, puis a appelé Lula. Nous devons nous voir. L'analyse financière est complète. C'est urgent. Mais avant qu'ils ne puissent se rencontrer, la crise s'est accélérée d'elle-même. La lettre recommandée est arrivée chez Lula un mardi matin. En tête officielle de la banque, langage formel. Contenu dévastateur, avis de défaut de paiement de l'hypothèque. 30 jours pour remédier à la carence ou la procédure de saisie commencerait. Ce soir-là, après que les enfants soient au lit, Lula a confronté Glenn dans la cuisine. Elle tenait la lettre comme une preuve au procès. Nous avons 3 mois de retard sur l'hypothèque. Tu m'as dit que les paiements étaient à jour. Le visage de Glenn est immédiatement passé en mode attaque. C'est parce que j'ai perdu mon revenu. Ton père a détruit ma carrière. Le rapport dit que les paiements ont été manqués même quand tu travaillais. Ses yeux se sont rétrécis. Quel rapport? Elle a réalisé son erreur. L'analyse financière. Tu as laissé ton père enquêter sur nos finances. Sa voix a grimpé. Tu lui as donné accès à nos comptes. C'est son plan, Lula. Il veut te contrôler. Il veut qu'on divorce pour pouvoir fondre sur toi et te sauver. Il arpentait la cuisine, ses gestes s'amplifiant, sa voix remplissant l'espace. Ou peut-être qu'il me montre une vérité que je refuse de voir. Sa voix est venue plus doucement qu'il ne s'y attendait, ce qui l'a fait frapper plus fort. Je suis ton mari, le père de tes enfants. Tu le choisis lui plutôt que moi. Je choisis la vérité. Je le rencontre demain au sujet de l'analyse financière. Glenn s'est approché, dominant physiquement l'espace entre eux. Mais Lula s'est déplacé latéralement autour de lui vers la porte, affirmant son droit de se déplacer librement. Tu ne peux pas simplement.
Je peux, et je le fais. Elle est allée dans la chambre, a verrouillé la porte, puis a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a fouillé la pièce systématiquement. Elle a trouvé des relevés de cartes de crédit fourrés entre des chemises pliées dans sa commode, des documents de prêt dans une boîte à chaussures sur l'étagère du placard derrière les vêtements d'hiver. Sous son côté du matelas, une enveloppe avec des reçus pour des bijoux qu'elle n'avait jamais reçus. Elle a tout photographié avec son téléphone. Le lendemain matin, elle a rencontré Virgile au même café de Coconut Grove. Cette fois, elle est arrivée avec son propre dossier, ses propres preuves. Elle l'a posé sur la table à côté du rapport du CPA qu'il avait apporté. J'ai trouvé des documents de prêt hier soir. 60 000 $ qu'il a empruntés sans me le dire. Et il a retiré de l'argent des fonds d'études des enfants. Virgile a écouté sans l'interrompre. La lettre de la banque dit que nous pourrions perdre la maison. La maison de mes enfants. Elle l'a regardé directement. Qu'est-ce que je fais? Il a choisi ses mots avec soin, informant plutôt que commandant. L'avocate dit qu'avec ses preuves, tu peux demander le divorce avec une position forte sur la garde. La maison pourrait être protégée par des procédures légales. Les intérêts des enfants passent en premier selon la loi de Floride. Ses mains serraient sa tasse de café. Si je dépose une demande, tout change. Ses parents, nos amis, tout le monde saura. Ils sauront la vérité. La vérité n'est pas une honte. La cacher, si. Un silence s'est étiré entre eux. Une minute entière s'est écoulée. Puis Lula a ouvert son téléphone, a trouvé le numéro que Virgile lui avait envoyé il y a quelques jours. Le bureau de Diane Costa. Son doigt a plané sur le bouton d'appel. 7 secondes d'hésitation. Puis elle a appuyé. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur pour que Virgile puisse entendre. Diane Costa, comment puis-je vous aider? La voix de Lula est venue, ferme. J'ai besoin de prendre rendez-vous avec Madame Costa concernant une procédure de divorce. 3 jours après que Lula ait passé l'appel, nous étions assis dans la salle de conférence de Diane Costa. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la baie de Biscayne, le soleil du matin se reflétant sur l'eau en point de lumière vif. Lula était assise entre Diane et moi, les mains jointes sur la table polie, portant des vêtements professionnels empruntés à une amie. Diane a glissé un document vers Lula. Glenn a engagé Richard Brenet. Brenet est connu pour ses tactiques d'intimidation. Ce ne sera pas simple. Les mains de Lula tremblaient en ramassant la lettre. 6 pages de demandes agressives. J'ai lu par-dessus son épaule. Pension alimentaire pour conjoint citant le chômage de Lula. 50% des biens matrimoniaux, y compris la maison. Garde partagée avec possibilité de demande de garde principale pour Glenn. La demande finale m'a fait serrer la mâchoire. Enquête sur mon implication financière suspecte et manipulation potentielle de la cliente. Menace d'assigner mes dossiers financiers. Suggestion d'influence inappropriée sur la prise de décision de Lula. À quel point ça va devenir moche. La voix de Lula était faible. Il demande une pension alimentaire, la moitié des biens, la garde, et menace d'enquêter sur les finances de ton père. Mes finances sont documentées, légalement saines, ai-je dit. Diane a hoché la tête. Je sais, mais Brenet utilisera la procédure de communication des pièces comme une arme. Pour rendre cela cher et épuisant. Nous devons être prêts pour un long combat. Une semaine plus tard, nous étions assis au tribunal de la famille de Miami-Dade pour l'audience préliminaire. La salle d'audience était moderne, éclairée par des néons, impersonnels. Lula à la table du demandeur avec Diane. De l'autre côté de l'allée, Glenn dans un costume emprunté à côté de Brenet. C'était la première fois que Lula voyait Glenn depuis le dépôt de la demande. Il avait l'air plus mince, plus dur, désespéré. Brenet s'est levé, s'adressant à la juge Rodriguez, une femme dans la cinquantaine avec des yeux vifs et aucune patience pour le théâtre. Votre honneur, le défendeur a été clairement manipulé par un père riche qui a orchestré un plan élaboré pour détruire un mariage stable. L'apparition soudaine de M. Payne avec un véhicule de luxe, l'embauche d'enquêteurs, le financement de ce divorce, tout cela est la preuve d'une influence inappropriée. Nous demandons la divulgation financière complète de Monsieur Virgile Payne. La juge Rodriguez avait l'air sceptique. Monsieur Brenet, les finances de Monsieur Payne ne sont pas pertinentes à moins que vous ne puissiez démontrer qu'il est partie prenante aux biens matrimoniaux. Le pouvez-vous? Son influence sur la prise de décision de la demanderesse.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Passez à autre chose. Diane s'est levée, calme et préparée. Votre honneur, les preuves montrent que le défendeur s'est livré à l'adultère, à la tromperie financière et à dilapider les biens matrimoniaux pour une liaison personnelle. Ce sont des faits, pas de la manipulation. Elle a commencé à présenter le dossier méthodiquement. Les photographies du détective privé projetées sur l'écran de la salle d'audience. Glenn avec Vanessa Torres, horodatage, lieu, langage corporel, sans équivoque. Relevé bancaire montrant 14 400 $ de dépenses pour la liaison, surligné en jaune. La carte de crédit que Glenn avait ouverte en secret, 22 000 $ de solde. Les documents de prêt qu'il avait signés à l'insu de Lula. Les registres de retrait des fonds d'études des enfants, 12 000 $ que Glenn ne pouvait pas expliquer. Les avis de défaut de paiement de l'hypothèque qu'il avait interceptés et cachés. Chaque pièce était numérotée, cataloguée, recoupée. Brené s'est opposé à plusieurs reprises. Obtenu illégalement. Violation de la vie privée. Diane a contré chaque objection. Le détective privé a opéré légalement dans des lieux publics. Lula a autorisé l'analyse financière en tant que titulaire de compte joint. Toutes les pièces ont été correctement communiquées. La juge Rodriguez a examiné les documents attentivement, posant des questions pointues. Puis Diane a présenté la déclaration sous serment de Lula. À la demande de la juge, Lula en a lu une partie à voix haute. Sa voix tremblait mais ne s'est pas brisée. Il m'a dit que mon père ne valait rien. Il me l'a fait croire. Il m'a fait avoir honte de ma propre famille. À notre table, devant nos enfants, il se moquait de l'appartement de mon père, de sa voiture, de sa vie. Pause. Je ne disais rien parce que j'ai appris qu'être d'accord était plus sûr que de défendre. La salle d'audience est devenue silencieuse. Glenn fixait la table. Brené lui chuchotait de toute urgence à l'oreille. Pendant la pause déjeuner, Brené a approché Diane dans le couloir du palais de justice. Je me tenais avec Lula à proximité, juste hors de portée de voix. La voix de Brené était basse, menaçante. Mon client a des informations sur la vente de l'entreprise de Payne. Des irrégularités fiscales potentielles. La SEC pourrait être intéressée. L'expression de Diane n'a pas changé. Votre client est libre de signaler toute préoccupation aux autorités compétentes. Tout est documenté et légal. Autre chose? Brené a changé de tactique. Offre de règlement. Glenn garde la maison. Lula obtient la garde. Pas de pension alimentaire. Une rupture nette. Contre-offre. Lula garde la maison avec les enfants. Garde principale. Glenn paie 1 200 $ par mois de pension alimentaire pour les enfants. Ces dettes sont sa responsabilité. Présentez ça à votre client. La mâchoire de Brené s'est crispée. Il n'acceptera jamais. Diane s'est retournée pour partir. Alors nous continuons. La session de l'après-midi a repris. Brené a appelé Glenn à la barre, tentant de le présenter comme un père dévoué, victime des circonstances. Sous le contre-interrogatoire de Diane, Glenn a trébuché. Il n'a pas pu expliquer la carte de crédit cachée, n'a pas pu justifier les dépenses de sa liaison alors que les enfants avaient besoin de produits de base, n'a pas pu produire de preuves de sa présence aux événements scolaires ou aux rendez-vous médicaux. Lorsqu'on lui a demandé de nommer les enseignants de ses enfants, il a hésité trop longtemps. Interrogé sur leurs notes actuelles, il a cherché l'aide de Brené, qui n'est pas venue. À la fin, ses mains agrippaient le bord de la barre des témoins, les jointures blanches. L'expression de la juge Rodriguez était devenue glaciale. La semaine suivante, Brené a joué sa dernière carte. Glenn a déposé une requête pour la garde principale, affirmant que l'instabilité émotionnelle de Lula et mon influence inappropriée créaient un environnement dangereux pour les enfants. Diane s'y était préparée. Elle a appelé le conseiller d'orientation de l'école des enfants comme témoin, qui a attesté qu'il ne montrait aucun signe de détresse sous la garde de leur mère, que Glenn n'avait pas assisté à une conférence parents-enseignants depuis 2 ans, et que Lula se portait régulièrement volontaire. Puis Diane a présenté un rapport de détective privé supplémentaire que j'avais commandé après le dépôt initial. Il documentait Glenn rencontrant Vanessa 3 fois après le début de la séparation, y compris une fois où il avait prétendu être avec les enfants. Des photographies montraient Vanessa dans le nouvel appartement de Glenn. La juge Rodriguez a appelé les 2 avocats à la barre, leur a parlé doucement mais fermement. Ils sont retournés à leur table. Garde principale accordée à la demanderesse, Lula Payne.
le défendeur se voit accorder un droit de visite supervisé 2 fois par semaine, avec une transition vers un droit de visite standard après une période d'évaluation de 90 jours. À l'extérieur du palais de justice, la chaleur de début de soirée pesait comme un poids. Lula, Diane et moi marchions vers le parking. Diane a résumé le résultat. Les décisions préliminaires sont fortement en notre faveur. L'audience du jugement final aura lieu dans 6 semaines. Il acceptera probablement un règlement plutôt que de continuer. Diane est partie. Lula s'est tourné vers moi. Il avait l'air brisé là-dedans. Tu as vu son visage? Je l'avais vu. L'expression de Glenn lorsque la décision sur la garde a été annoncée. Dévastation mêlée de rage. Tout cela dirigé vers moi à travers la salle d'audience. Il te rejette la faute pour tout, a poursuivi Lula, même si c'est lui qui l'a causé. Le blâme est plus facile que la responsabilité. Nous marchions vers la Rolls-Royce. Lula s'est arrêté avant de l'atteindre. Cette voiture, elle a tout commencé. Non, ses choix ont tout commencé. Cette voiture les a simplement rendus visibles. Alors que je déverrouillais les portières, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Tu as détruit ma vie. Je n'oublierai pas, une capture d'écran montrait que le message avait été envoyé depuis le téléphone de Glenn. Je l'ai supprimé sans répondre. Je n'en ai pas parlé à Lula. Mais en la ramenant chez elle, j'ai surveillé le rétroviseur plus attentivement que d'habitude. 6 semaines plus tard, j'étais assis dans la salle d'attente du palais de justice, vêtu d'un costume d'affaires. Milieu de matinée de juillet, la climatisation luttant contre la chaleur oppressante de Miami. Lula à côté de moi dans une robe professionnelle empruntée. Diane révisant ses dernières notes sur sa tablette. L'audience du jugement final. La fin de la bataille juridique. 9 heures est arrivée et passée. La table du défendeur dans la salle d'audience est restée vide. La juge Rodriguez est entrée à 9h03. Levez-vous pour l'honorable juge Rodriguez. Nous nous sommes levés, puis assis. Elle a examiné les papiers devant elle avec une désapprobation évidente face à la table vide. Dans l'affaire Payne contre Payne. Où est le défendeur? Inconnu, votre honneur, a dit Diane. Il a été dûment notifié. À 9h07, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Glenn est entré, débraillé. Pas d'avocat à ses côtés. Son costume était d'un tissu moins cher, flottant sur une silhouette plus mince, le visage mal rasé, pas une barbe de 3 jours à la mode, mais de la négligence. Monsieur Glenn, vous êtes en retard. Où est Monsieur Brenet? La voix de Glenn était rauque, fatiguée. Plus sous contrat, votre honneur. Je me représente moi-même. Rodriguez a soupiré. Procès, divorce, tout est compliqué. Très bien. C'est l'audience du jugement final. Sur la base des décisions préliminaires et des preuves soumises, je suis prête à rendre l'ordonnance finale. Souhaitez-vous présenter des preuves ou des arguments supplémentaires? Glenn a regardé des papiers froissés qu'il tenait dans sa main. Votre honneur, je demande une révision des arrangements de garde et de pension. Ma situation financière est temporaire. Je suis un parent stable. Monsieur Glenn, les décisions préliminaires traitent de ces questions. Sans nouvelles preuves, le jugement final reste tel que rédigé. Le sang-froid de Glenn, déjà ténu, s'est brisé. Sa voix s'est élevée. De nouvelles preuves. Vous voulez de nouvelles preuves? Son père a tout orchestré. Il a détruit ma carrière. Il a acheté cette voiture spécifiquement pour m'humilier. Il m'a pointé du doigt dans la galerie. Il est assis juste là. Il l'a manipulé pour ce divorce. La voix de Rodriguez s'est durcie. Monsieur Glenn, Monsieur Payne n'est pas parti à cette procédure. Vos accusations ne sont pas pertinentes. Non pertinentes? Il a engagé des enquêteurs pour m'espionner, a payé son avocat. Il a tout contrôlé. Diane s'est levée calmement. Votre honneur, le défendeur détourne l'attention de son adultère et de ses malversations financières documentées. Ces éclats démontrent exactement pourquoi la visite supervisée est nécessaire. Glenn s'est tourné vers elle. Supervisé? Je suis leur père. Ils ont besoin de moi. Monsieur Glenn, calmez-vous ou je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Votre comportement dans cette salle d'audience confirme les préoccupations concernant votre stabilité. Glenn respirait lourdement,
essayant visiblement de se contrôler. Il a échoué. J'ai tout perdu à cause de lui. Il m'a de nouveau pointé du doigt. Je suis resté immobile, l'expression neutre. Je n'ai pas répondu. Dernier avertissement, monsieur Glenn. Asseyez-vous. Glenn s'est lentement assis, la tête tombant dans ses mains. Rodriguez a lu le décret à voix haute. Mariage dissous avec effet immédiat. Garde résidentielle principale à Lula. Droit de visite supervisé pour Glenn 2 fois par semaine pendant 90 jours, puis transition vers un calendrier standard. Pension alimentaire pour enfants de $1 200 par mois à compter du 1er août. Remboursement du fonds d'études de $200 par mois jusqu'à ce que les $12 000 soient restitués. La maison conjugale est attribuée à Lula avec pleine équité. Les dettes séparées de Glenn, la carte de crédit cachée, les prêts personnels, les dépenses de la liaison étaient sa seule responsabilité. Sur la dette conjugale totale, il assumerait $240 000 sur les $340 000 totaux. Pas de pension alimentaire pour l'un ou l'autre. Comprenez-vous ces termes? Oui. La voix de Glenn était creuse. Comprenez-vous que la pension alimentaire commence le mois prochain et que le non-paiement peut entraîner une saisie sur salaire et un outrage au tribunal? Oui, votre honneur. Rodriguez a signé le décret, l'a remis au greffier. Des copies seront fournies aux deux parties. Cette affaire est close. Dehors, le soleil du matin était déjà intense. Lula, Diane et moi descendions les marches du palais de justice vers le parking. Derrière nous, Glenn est sorti du bâtiment. Diane l'a remarqué la première, a touché le bras de Lula. Continue de marcher. N'engage pas la conversation. Mais Glenn a appelé « Lula ». Elle s'est arrêtée par réflexe, s'est retournée. Glenn s'est approché. Diane s'est positionnée légèrement entre eux. Le visage de Glenn portait un plaidoyer désespéré. « S'il te plaît, les enfants sont ma vie. Ne me les enlève pas », la voix de Lula était fatiguée mais ferme. Le tribunal a décidé des visites. Suis les règles, Glenn. Les règles? Tu laisses ton père écrire les règles pour nos enfants. J'ai finalement parlé, la voix calme mais audible. Le juge a écrit les règles en fonction de ton comportement. Assume tes responsabilités. Le désespoir de Glenn s'est transformé en rage. La responsabilité? Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Tu n'as rien construit. Tu as emprunté sur tout. Tu as menti à tout le monde. Tu as trahi ta famille. J'ai simplement arrêté de faire semblant de ne pas remarquer. Glenn a fait un pas vers moi. Diane s'est interposée. Monsieur Glenn, partez maintenant. Ses mains se serraient et se desserraient, sa respiration saccadée. Finalement, il s'est retourné, a marché vers l'arrêt de bus. Plus de voiture maintenant. Il n'a pas regardé en arrière. 3 jours plus tard, je suis arrivé chez Lula avec des annonces immobilières imprimées. J'avais passé le week-end à rechercher en ligne des maisons dans de meilleurs quartiers, de meilleures écoles, des 3 et 4 chambres. Je me suis assis à sa table de cuisine, étalant les annonces avec une excitation croissante. J'ai fait des recherches. Il y a une maison à Pinecrest, d'excellentes écoles, 4 chambres, pour que les enfants puissent chacun avoir leur propre espace. Je peux faire la compte. Tu gères l'hypothèque avec les revenus de la pension alimentaire. Lula a pris une annonce, l'a étudiée lentement. Ou celle-ci à Coconut Grove, plus proche d'un bon collège pour Ethan. Le syndic s'occupe de tout. Moins de travail pour toi. J'attendais de l'enthousiasme. J'ai eu du silence. Lula a posé le papier. Papa. Son ton m'a fait faire une pause. J'apprécie ça. Vraiment. Mais je ne peux pas. La confusion m'a frappé. Tu ne peux pas? Pourquoi? Ce sont des investissements dans les petits-enfants. J'ai besoin de respirer. Je viens de divorcer. Je suis encore en train de découvrir qui je suis sans Glenn. Et tu es déjà en train de planifier ma prochaine étape. J'essaie d'aider. Je sais. Mais ça ressemble à du contrôle. Un contrôle différent de celui de Glenn, mais du contrôle quand même. Les mots ont frappé fort. Un impact visible. Je n'essaie pas de contrôler. Je connais tes intentions, a-t-elle dit plus doucement maintenant. Mais j'ai besoin de temps pour prendre mes propres décisions. Me tenir sur mes propres pieds.
Me prouver que je peux le faire. Je suis resté assis dans la Rolls-Royce devant sa maison après, les mains sur le volant, le moteur éteint. J'ai rejoué la conversation, la voyant clairement maintenant. J'avais accompli ma vengeance contre Glenn, mais je n'avais pas considéré ce dont Lula avait besoin après. De l'espace, de l'autonomie, de l'autodétermination. J'ai construit le dossier pour sa liberté, puis j'ai immédiatement essayé de gérer cette liberté. J'ai démarré le moteur, j'ai conduit vers mon appartement. À un feu rouge, j'ai vu quelque chose de familier. Le Porsche Cayenne de Glenn sur une dépanneuse à plateau, allant dans la direction opposée. Des étiquettes de saisie bancaire sur le pare-brise. La voiture dont il avait été si fier à ce premier dîner, maintenant remorquée. Mais ma satisfaction était atténuée par les mots de Lula. De retour à l'appartement, je me suis assis sur le canapé, j'ai regardé une vieille photo de famille, ma femme décédée, une jeune Lula souriante. Une époque plus simple. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lula. Merci pour tout ce que tu as fait. Je le pense vraiment. Mais j'ai besoin d'espace pour me retrouver. Je t'appellerai quand je serai prête. Je t'aime. J'ai tapé une réponse, l'ai supprimée, j'ai tapé à nouveau. J'ai finalement envoyé, je comprends. Je suis là quand tu auras besoin de moi. Je t'aime aussi. J'ai posé le téléphone face contre table. Un acte conscient de donner de l'espace. J'ai réalisé que la vengeance avait réussi, mais que la reconstruction nécessitait une approche différente. La patience sans ordre du jour, le soutien sans direction, la présence sans pression. J'avais gagné la bataille. Maintenant, je devais apprendre à gérer la victoire. Une semaine après notre conversation sur les annonces immobilières, j'étais assis à mon bureau, examinant des documents financiers. Le relevé hypothécaire de la maison de Lula était à côté de mon chéquier ouvert. Paiement dû dans 5 jours. 2200 $. Je savais qu'elle n'avait pas encore de revenus. Je savais que les appels de recouvrement continuaient d'arriver. J'ai rempli le chèque, adressé l'enveloppe directement à la société de prêt hypothécaire, pas à Lula, évitant l'apparence de lui donner de l'argent, éliminant simplement un obstacle. Deuxième enveloppe. Un chèque à la société de consolidation de dette, 180 000 $ pour régler sa part de la dette conjugale attribuée dans le jugement de divorce. Une ardoise propre. Les 2 enveloppes indiquaient ma banque, mais ne contenaient aucune note, aucune explication. Je les ai postées en allant à l'épicerie. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le numéro de Lula. Salut. Longue pause avant qu'elle ne parle. Papa, la société de prêt hypothécaire a appelé. Ils ont dit que mon compte est à jour. Un trop-perçu a été appliqué au mois prochain. Est-ce que tu... La maison est à ton nom. Je voulais m'assurer que tu la gardes. Une autre pause. Et la société de recouvrement a appelé. Ils ont dit que ma dette est réglée. Papa. Tu avais besoin d'une ardoise propre pour recommencer. C'est tout. Silence. Puis, merci. Après avoir raccroché, j'ai noté dans mon registre, 182 200 $ au total. Je ne l'ai pas classé comme un prêt ou un don, juste comme un soutien. 2 semaines plus tard, elle a appelé avec un ton différent, excité. J'ai trouvé un travail. Responsable de bureau dans un cabinet médical. 42 000. Je commence lundi. Mon bonheur était sincère. C'est excellent. Félicitations. Raconte-moi. Nous avons parlé pendant 20 minutes. 3 médecins, des responsabilités de planification et de facturation, son trajet. Elle avait l'air différente, fière. Le lundi suivant, elle a commencé sa routine, a déposé les enfants à l'école, a conduit 15 minutes jusqu'au bureau, a géré le flux de patients et la paperasse, a récupéré les enfants à 17 h. Son premier chèque de paie est arrivé 2 semaines plus tard. Elle m'a envoyé une photo de la fiche de paie encadrée sur le mur de sa cuisine. Le premier argent que j'ai gagné en 12 ans. J'ai répondu, le premier de beaucoup d'autres. Fier de toi. 3e semaine, elle a réarrangé les meubles de son salon sans demander l'avis de personne. Elle a peint un mur d'accent elle-même après avoir regardé un tutoriel en ligne. Elle a emmené les enfants faire les courses pour l'école avec son propre argent. Des achats modestes, mais ses choix. De petits actes d'autonomie construisant quelque chose de plus grand. Quand je suis passé déposer les cadeaux d'anniversaire des enfants,
j'ai remarqué les changements, une disposition de meubles différente, de la peinture fraîche, son ordinateur portable sur la table de la cuisine avec des feuilles de calcul de travail, la preuve d'une vie indépendante en construction. Je n'ai pas commenté les changements, j'ai simplement posé des questions sur son travail à la place. Mi-août, la situation de Glenn s'est encore détériorée. Son directeur au concessionnaire de Yalea l'a convoqué dans son bureau. J'ai appris cela plus tard par Lula. Glenn, tu as été en retard 4 fois ce mois-ci. Hier, un client s'est plaint que tu sentais l'alcool. Glenn s'était défendu, avait dit qu'il gérait des problèmes personnels. Gère-les en dehors des heures de travail. C'est ton dernier avertissement. Ce soir-là, il a bu plus que d'habitude. A appelé Lula à 21h47. Elle m'en a parlé le lendemain. Sa voix était pâteuse, empâtée. Lula, tu me manques. Les enfants me manquent. Nous étions une famille, ne pouvons-nous pas? Elle l'avait interrompu fermement. Tu as bu. Ne m'appelle pas comme ça. Mais il avait continué. Tout s'est effondré. J'ai tout perdu. J'ai besoin d'une autre chance, s'il te plaît. Sa voix avait été triste mais résolue. Tu as eu des chances. Beaucoup de chance. Tu as fait des choix. Je ne peux pas les réparer. Les enfants ont besoin de leur père. Les enfants ont besoin de stabilité, de sobriété, de responsabilité. Quand tu pourras montrer ces choses, le tribunal ajustera le droit de visite. Jusque-là, cette conversation est terminée. Elle avait raccroché. Le lendemain matin, Glenn est arrivé au concessionnaire en retard à nouveau. Le directeur l'attendait. Vide ton bureau. C'est fini. Au chômage, encore une fois. Avec la situation de Glenn qui empirait et Lula qui travaillait, je suis devenu une présence après l'école pour les petits-enfants. Non pas en m'imposant, mais à la demande de Lula. Papa, pourrais-tu aller chercher les enfants le mardi et le jeudi, rester avec eux jusqu'à ce que je rentre du travail? J'ai accepté immédiatement. Ces après-midi sont devenus une routine. Je récupérais Ethan et Sophie à l'école à 15h. Je les emmenais à mon appartement où je restais chez eux en fonction des devoirs. J'aidais Sophie avec les tables de multiplication en utilisant un jeu de cartes, en faisant un jeu. J'ai enseigné les concepts de fraction à Ethan en utilisant des parts de pizza. J'ai commandé une vraie pizza pour la démonstration. Pas de leçons sur l'argent ou la responsabilité, juste de la présence et de la patience. Pendant une session de devoirs, Sophie a levé les yeux de sa feuille de maths. Papy, pourquoi papa ne vit plus avec nous? J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Ta mère a fait un choix courageux pour vous protéger. Ton père doit travailler sur lui-même. Mais vous êtes aimés par tous les deux, et par moi. Ethan, plus calme, a posé une question différente. Tu es riche. J'ai fait une pause. J'ai assez. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir de l'argent. C'est de l'utiliser judicieusement et de traiter les gens avec respect. Sophie y a réfléchi. Papa avait une belle voiture, mais il n'était pas gentil. Exactement. Les choses ne rendent pas quelqu'un bon. Ce sont les actions. Un soir de fin août, après que les enfants se soient endormis, Lula s'est assise avec moi à sa table de cuisine. Du café entre nous. Elle avait été silencieuse toute la soirée, traitant quelque chose. Finalement, elle a parlé. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. La voiture, le divorce, tout ça. J'ai attendu. Pendant des mois, j'ai pensé que tu étais vindicatif, que tu te vengeais de Glenn pour la façon dont il t'avait traité. Elle a levé la main avant que je puisse répondre. Laisse-moi finir. Mais en te voyant ces dernières semaines, me donnant de l'espace, aidant sans contrôler, passant du temps avec les enfants sans agenda, je comprends maintenant. Tu ne te vengeais pas. Tu me montrais une vérité que j'avais peur de voir. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas, tu nous as sauvés. Pas seulement de Glenn, mais de l'avenir que je ne voyais pas venir. La ruine financière, la destruction émotionnelle. Tu m'as montré que je valais plus que ce que je croyais. Ma voix est sortie rauque. Tu l'as toujours été. J'avais juste besoin que tu le voies. Elle a tendu la main sur la table, a pris la mienne. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps à comprendre. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. Dehors,
les arroseurs automatiques se sont mis en marche sur la pelouse du voisin. Un son rythmé par la fenêtre ouverte, marquant une soirée ordinaire dans une vie restaurée. Mon nouvel appartement était modeste mais confortable. 2 chambres, une pour moi, une aménagée pour les petits-enfants. Des lits jumeaux avec une literie colorée que Sophie avait aidé à choisir. Une bibliothèque avec des livres adaptés à leur âge. Un petit bureau pour les devoirs. La cuisine était plus grande que celle de mon studio, permettant de vraiment cuisiner. Le salon avait un canapé confortable et des photos de famille sur le mur, une de l'inauguration de ma quincaillerie, une autre, récente, de moi avec Ethan et Sophie au parc. L'après-midi précédant le 9e anniversaire de Sophie, j'ai préparé le salon pour une petite célébration. Des ballons violets et argentés, ses couleurs préférées. Un gâteau fait maison refroidissant sur le comptoir de la cuisine. Vanille avec crème au beurre. Une recette d'internet. Le premier gâteau que je faisais depuis des décennies. Une petite pile de cadeaux emballés sur la table d'appoint. La sonnette a retenti à 16 heures. Lula avec Ethan et Sophie. Sophie s'est précipitée à l'intérieur. Papy, tu as des ballons. Elle m'a serré dans ses bras. Ethan a suivi, plus réservé mais souriant. Lula portait un récipient avec une salade de fruits, a inspecté l'espace. Papa, cet endroit est parfait pour toi. Parfait pour nous? Les enfants avaient besoin d'un espace approprié quand ils restent. La célébration était simple mais sincère. Nous avons joué à un jeu de société. Ethan a gagné. Sophie a protesté de bonne humeur. Je leur ai appris un jeu de cartes que j'avais appris enfant. La pêche, en pariant avec des centimes. Sophie a adoré l'aspect jeu de hasard. Lula était amusée. Au moment du gâteau, je l'ai apporté avec 9 bougies. Nous avons chanté faux. Sophie a soufflé les bougies, a fait un vœu qu'elle n'a pas partagé, mais elle a regardé sa mère et moi en le faisant. Nous avons coupé le gâteau. Il était légèrement de travers, mais avait bon goût. Le meilleur gâteau d'anniversaire de tous les temps, a déclaré Sophie. Ethan, pratique, il est plutôt bon, papy. Un peu de travers, cependant. C'est le premier gâteau que je fais en 40 ans. De travers, c'est une réussite. On pourra en faire un ensemble la prochaine fois, a demandé Sophie. Je t'aiderai. J'ai accepté. Ouverture des cadeaux. J'ai donné à Sophie un set de matériel de dessin. Elle avait montré de l'intérêt pour le dessin. Pour Ethan, un kit scientifique sur l'électricité. Il était curieux de savoir comment les choses fonctionnaient. Des cadeaux modestes choisis avec soin. Sophie m'a serré dans ses bras. On pourra faire de l'art ensemble demain. Absolument. Alors que la soirée se terminait, les enfants jouaient avec leurs nouveaux objets tandis que Lula et moi nettoyions la cuisine. Elle a dit doucement, ils sont heureux, vraiment heureux. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons eu une célébration aussi détendue. Pas de tension, pas de spectacle, juste la famille. Elle a hoché la tête. Juste la famille. Plus tard, alors que les enfants regardaient un film dans le salon, Lula et moi nous sommes assis à la table de la cuisine avec un café. Elle m'a regardé directement. J'ai besoin de dire ça correctement. Tu nous as sauvés, pas seulement de la ruine financière. Tu m'as sauvé de me perdre complètement. J'ai commencé à dévier. Elle a continué, laisse-moi finir. Je devenais une personne que je ne reconnaissais pas, acceptant la cruauté de Glenn, acceptant le manque de respect comme normal, enseignant à mes enfants que l'argent compte plus que le caractère. Sa voix était stable. Tu m'as montré la vérité même quand je ne voulais pas la voir. Oui, ça a fait mal. Oui, c'était dur. Mais tu m'as donné une chance de me reconstruire en tant que personne réelle, pas comme l'accessoire de Glenn. J'ai juste montré la vérité. Tu as fait le choix courageux d'agir en conséquence. Elle a secoué la tête. Non, tu as créé les conditions dans lesquelles je pouvais agir. Les preuves documentées, l'avocate engagée, les finances stabilisées. Sans cette fondation, je serais toujours piégé. Croyant à sa version de la réalité. Pause. Merci. Vraiment. J'ai couvert sa main avec la mienne. Tu es ma fille. Te protéger n'est pas une faveur. C'est une responsabilité et de l'amour. Du salon, Sophie a appelé « Papy ». Ethan dit que le personnage du film ne peut pas faire ça. Dis-lui.
Nous avons tous les deux souri. Le moment de gratitude cédant la place à la vie de famille ordinaire. La semaine suivante, j'ai rencontré un avocat spécialisé en succession. J'ai créé un fonds fiduciaire pour l'éducation d'Ethan et Sophie. 500 000 $ au total, 250 000 $ chacun, structuré pour n'être accessible que pour des dépenses d'éducation qualifiées. Frais de scolarité, livres, logement dans des établissements accrédités. Les distributions commenceraient lorsque chaque enfant atteindrait 18 ans. Les documents de la fiducie nommaient Lula comme fiduciaire jusqu'à ce que les enfants aient 25 ans. J'ai également mis à jour mon testament. La majeure partie de ma succession restante serait divisée entre Lula et les petits-enfants, avec des dispositions spécifiques empêchant Glenn d'accéder à des fonds, quelles que soient les circonstances. L'avocat a confirmé que tout était légalement solide, a déposé les documents. La semaine suivante, j'ai invité Lula à mon appartement, je lui ai expliqué la structure de la fiducie, je lui ai montré les documents. Ses yeux se sont écarquillés. Un demi-million de dollars pour leur éducation? J'ai hoché la tête. Ils auront des opportunités que j'ai dû créer pour moi-même. Pas de dette d'étudiant. Pas de barrière financière à leur potentiel. Elle était silencieuse, en train de digérer. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu t'assureras qu'ils valorisent l'éducation, pas seulement pour l'argent que cela rapporte, mais pour la connaissance elle-même. Elle a promis qu'elle le ferait. Le samedi après-midi suivant était une journée ensoleillée et chaude de septembre. J'ai récupéré Ethan et Sophie dans la Rolls-Royce. Ils y étaient habitués maintenant. La nouveauté s'était estompée. C'était juste la voiture de papy. Nous sommes allés à un glacier local à Coconut Grove. Je me suis garé sur le parking. Les enfants sont sortis en trombe. Sophie m'a pris la main en marchant vers l'entrée. Nous avons commandé. Sophie a pris pépite de chocolat. Ethan a pris menthe chocolat. J'ai pris vanille. Nous nous sommes assis à une table extérieure. Le soleil de Miami était chaud, mais la brise de la baie était agréable. Sophie balançait ses jambes en mangeant sa glace. Papy, pourquoi as-tu une voiture aussi chic? J'ai fait une pause, m'attendant à une question différente. Qu'est-ce que tu veux dire? Jean, tu n'es pas frimeur, mais la voiture est vraiment chère, non? Ethan a ajouté, maman a dit que tu aurais pu l'acheter il y a longtemps. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai réfléchi à ma réponse avec soin. Je l'ai acheté à ce moment-là parce que le timing était bon. Avoir des choses chères n'est ni bon ni mauvais en soi. Ce qui compte, c'est pourquoi vous les avez et comment vous traitez les gens, peu importe ce que vous possédez. Sophie y a réfléchi. Donc, c'est normal d'avoir de belles choses si on est toujours gentil? Exactement. Le caractère n'est pas défini par les possessions. Il est défini par les choix et la façon dont on traite les autres. Ethan est resté silencieux un moment. Papa avait une belle voiture, mais il n'était pas gentil avec toi ou maman. Je n'ai pas dénigré Glenn. Votre père a fait des choix. Nous en faisons tous. Certains choix mènent à de bons résultats. D'autres non. L'important est d'en tirer des leçons. Sophie, terminant sa glace, je vais être gentil et avoir de belles choses quand je serai grande. J'ai souri. Si tu es gentil et que tu travailles dur, tu y arriveras probablement. Nous sommes retournés les déposer chez Lula. Alors qu'il sortait de la voiture, Ethan s'est arrêté. Merci, papy. Pour tout. Pas seulement pour la glace. Le poids de tout. Toujours. Je les ai regardés courir vers la porte d'entrée où Lula attendait, me faisant signe. J'ai fait un signe en retour, puis je suis parti. À un feu rouge, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur, je me suis permis un petit sourire. Justice rendue. Famille restaurée. Avenir sécurisé. Tâche accomplie. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.